Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Comment les sociétés font-elles leur jeunesse? Chapitre 1. Devenir adulte en Europe, un regard anthropologique, Olivier Galland. Chapitre N. Se trouver, ou le temps long de la jeunesse au Danemark, Cécile Van de Velde. Chapitre 3. Le temps de l'insertion dans les politiques sociales en France et au Québec, Léa Lima. Chapitre 4. Comprendre la catégorie d'adolescents dans les sociétés méditerranéennes, Marc Brevilieri et Vincenzo Sichelli. Chapitre 1. Devenir adulte en Europe, un regard anthropologique. Olivier Galland. La jeunesse s'allonge, les seuils de passage se désynchronisent, les étapes de transition vers le statut adulte se diversifient. Ces tendances se retrouvent à peu près partout en Europe, mais lorsqu'on étudie de manière plus attentive les déclinaisons nationales de ces tendances globales, on est frappé de la diversité persistante des modèles européens de la transition vers l'âge adulte. Après avoir donné un aperçu de cette diversité, nous voudrions proposer quelques pistes de lecture anthropologique et historique qui nous semblent aujourd'hui souvent négligées dans l'interprétation de ces phénomènes. Les modèles contrastés. Les contrastes des formes de transition vers l'âge adulte restent saisissants aujourd'hui encore en Europe. Il suffit pour s'en convaincre de considérer la statistique simple du taux de corésidence des jeunes avec leurs parents dans les différents pays européens. Figure 1. Figure un jeune de 22 à 25 ans vivant chez leurs parents dans les pays européens. %. Source Eurostat, panel communautaire des ménages, vague 3, 1996. L'opposition est nette entre les pays du sud et du nord de l'Europe. Les jeunes méditerranéens sont extraordinairement tardifs dans la décohabitation familiale, alors que les nordiques sont très précoces. Entre 22 et 25 ans par exemple, il n'y a plus que 15% des Danois qui vivent chez leurs parents, alors qu'on compte encore 88% des Italiens et 89% des Espagnols. Comme l'a montré Alessandro Cavalli, 1993-2000, cette décohabitation très tardive des jeunes méditerranéens ne signifie pas qu'ils restent soumis aux règles non écrites d'un modèle familial archaïque. Bien sûr, ils poursuivent très tard la cohabitation avec les parents, mais cela ne les empêche pas de jouir d'une grande liberté dans leur vie privée. Simplement, les traditions culturelles des pays du sud de l'Europe rendent improbable le fait de vivre hors de toute structure familiale. Les conditions économiques jouent également certainement un rôle. Elles ne sont pas favorables à un accès précoce à l'autonomie, taux de chômage élevé et faibles aides publiques destinées aux jeunes. Toutefois, la corésidence avec les parents ne paraît pas liée à des raisons strictement économiques. En Italie du Nord, 60% des jeunes hommes qui résident chez leurs parents travaillent et le chômage pousse beaucoup plus à cohabiter avec les parents au sud qu'au nord de la péninsule. Le fait de résider chez les parents semble donc relever beaucoup plus d'un choix au nord, où il est fréquent, qu'au sud où il est plus rare. Saraceno 2000. En d'autres termes, selon Chiara Saraceno, vivre à la maison semble être une stratégie de court ou moyen terme qui permet de plus hauts niveaux de consommation et une vie plus facile, dans un contexte où les jeunes ont un considérable degré de liberté tout en bénéficiant d'une haute qualité de service. Ils ont aussi la possibilité d'épargner, et par-dessus tout, de développer des stratégies bien ciblées d'éducation et de formation et d'entrée sur le marché du travail, puisqu'ils peuvent se permettre de choisir et d'expérimenter de nombreuses solutions. Nous verrons que ce modèle n'est finalement pas si éloigné du modèle français. Pour tenter de comprendre comment fonctionnent les différents modèles d'accès à l'indépendance, on peut examiner la vitesse d'accès aux différents attributs du statut adulte: résidence indépendante, vie en couple, revenus réguliers, travail stable, pris séparément comme le propose le tableau 1. Ce tableau montre que chaque pays a des combinaisons spécifiques de précocité et de retard, en fonction des attributs que l'on considère. Un seul pays est précoce sur toutes les dimensions de l'indépendance: le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni reste à l'écart de la tendance générale qui voit la jeunesse se prolonger. Le modèle culturel et institutionnel de la jeunesse dans ce pays reste fondé sur l'idée que l'entrée dans la vie adulte doit se faire le plus vite possible. L'Espagne et l'Italie sont tardifs sur toutes les dimensions. Les autres pays sont tardifs sur certains attributs, précoces sur d'autres. La France et l'Irlande sont par exemple deux cas opposés.
Les jeunes Français quittent leurs parents et forment un couple assez vite, bien qu'ils soient tardifs pour obtenir un travail stable et disposer de leurs propres ressources. S'ils peuvent le faire, c'est évidemment grâce à l'aide familiale qui leur permet de s'émanciper partiellement avant d'être complètement maîtres de leurs revenus. C'est le cas opposé pour les jeunes Irlandais. Ils sont très tardifs pour avoir un logement indépendant et vivre en couple, alors qu'ils ont assez vite un travail et des ressources personnelles. Dans ce cas, ce sont peut-être plutôt des facteurs culturels que des facteurs économiques qui ralentissent l'accès à une vie indépendante. Tableau 1 rang des pays d'après leurs scores respectifs dans l'accès des jeunes aux attributs de l'indépendance, 1994 à 1996. Source: Panel européen des ménages. Le cas danois est lui aussi très intéressant. Les jeunes Danois sont les premiers en Europe à avoir un logement indépendant et à être en couple, et les seconds à avoir des ressources indépendantes, mais ils sont plutôt mal placés sur l'échelle d'accès à un emploi stable. Comment cela est-il possible? Parce que 6 Danois sur 10 sont bénéficiaires de prestations sociales, et que celles-ci sont d'un montant largement supérieur à la moyenne communautaire. Tableau 2. Dans ce pays, la conception de l'accès au statut adulte est très différente de celle que nous connaissons en France. Dès 18 ans, tout individu est considéré comme adulte et ce statut ne lui ouvre pas que des droits civiques et ne l'engage pas seulement à une responsabilité pénale, il lui ouvre aussi des droits à l'égard de la société. Celle-ci est tenue de faire en sorte de favoriser l'accès des jeunes à partir de cet âge à l'autonomie. Cela se traduit concrètement par des aides publiques très généreuses à destination des jeunes adultes, soit sous forme de bourses pour les étudiants, bourses dont le principe est universel puisqu'on ne tient pas compte du revenu des parents, les jeunes étant considérés comme adultes, soit sous forme d'aide aux chômeurs ou aux jeunes sans ressources. Mahé 2001. Tableau 2. Le poids des transferts sociaux dans les revenus individuels des jeunes. Source: Eurostat, panel communautaire de ménages, vague 3, 1996, exploitation DRU. En exagérant les contrastes entre pays, on peut donc retenir 3 modèles de transition vers l'âge adulte. Un modèle d'autonomie précoce prévaut en Grande-Bretagne où les individus ne connaissent que l'adolescence et l'âge adulte, et passent directement de l'une à l'autre. Dans le modèle méditerranéen, les individus connaissent une longue post-adolescence avant d'entrer directement dans la vie adulte. Il y a donc là une prolongation de la dépendance sur tous les aspects de la vie. Quant aux autres pays, ils connaissent différentes sortes de jeunesse, en utilisant ce mot à dessein pour le différencier de l'adolescence et de la post-adolescence, c'est-à-dire une période de la vie définie par une combinaison de dépendance et d'autonomie à l'égard de la famille et de l'État. Au Danemark, la dépendance est plutôt publique, en France elle est plutôt familiale, mais elle est très différente de celle qui a cours en Italie ou en Espagne. La caractéristique de l'intervention familiale française est d'être une forme d'aide à distance qui permet à de nombreux jeunes d'expérimenter une première forme d'autonomie, sans rompre totalement les liens de l'enfance avec la famille. Les jeunes Français sont ainsi très nombreux à vivre dans un logement payé, ou mis à disposition par la famille. Beaucoup d'entre eux connaissent également une double vie, symptomatique du modèle étudiant. Une double résidence permet à la fois d'expérimenter la vie de jeune et de profiter à l'occasion du confort d'un retour à l'enfance. Cela permet de tenter des expériences professionnelles ou amoureuses sans trop de risques, d'une manière différente des jeunes Italiens, mais finalement pas si éloignés. Par ailleurs, le modèle français est du point de vue de l'aide publique, plus proche des dispositions des pays du nord de l'Europe, même s'il est moins généreux, que de celles des pays du sud dans lesquels la proportion de bénéficiaires de revenus sociaux parmi les 18 à 29 ans est très faible, entre 5 et 15% contre 50% en France. Chambaz 2000. Quelques apports de l'anthropologie. On peut lire ces contrastes entre le nord et le sud de l'Europe, dans les façons d'entrer dans la vie adulte de bien des manières. On peut le faire en s'appuyant, comme l'a fait récemment Cécile Van de Velde dans sa thèse sur une approche institutionnelle à la Esping-Andersen, en reliant les modèles familiaux au type d'État-providence mis en lumière par ce dernier. On peut le faire en s'en tenant à une approche essentiellement démographique. On peut le faire en mettant l'accent sur les contraintes économiques liées au fonctionnement des marchés du travail, et aux compromis, implicites ou explicites, passés entre les générations.
Tout en reconnaissant l'intérêt de ces différentes approches qui chacune apporte un éclairage utile, nous voudrions, dans les quelques pages qui suivent, proposer quelques pistes pour une lecture complémentaire qui fait appel à l'histoire et à l'anthropologie. Les contrastes familiaux entre le sud et le nord de l'Europe ont en effet des racines historiques et anthropologiques profondes et il n'est peut-être pas inutile d'en rappeler quelques traits qui sont en rapport avec la question de la transition vers l'âge adulte et qui conservent une actualité. En ce qui concerne le sujet qui nous occupe, le départ de chez les parents, Peter Lalette, 1983, a bien montré dans ses travaux d'anthropologie historique que la résidence néolocale résidence, c'est-à-dire l'établissement des jeunes époux à l'écart des parents, était un des traits saillants du modèle familial nord-occidental, voire encadré, et qu'il a très tôt trouvé son origine en Angleterre. Dans le nord de l'Europe, depuis le Moyen Âge, une proportion importante des enfants devenaient domestiques très jeunes et quittaient donc leurs parents pour être placés dans une autre famille. Cette tradition a été beaucoup moins répandue dans le sud, où les enfants étaient souvent employés sur l'exploitation familiale. Ce modèle nordique plus individualiste, fondé sur un départ précoce des enfants, permet aux parents de plus économiser et les rend moins dépendants lorsqu'ils deviennent âgés. Les 4 types d'organisation des groupes domestiques dans l'Europe traditionnelle d'après Lalette. Le type nord-occidental, généralisé en Angleterre, présent aux Pays-Bas et dans une partie de la France, fondé sur le mariage tardif, la résidence néolocale, l'établissement des jeunes époux à l'écart des parents, une faible différence d'âge entre les époux, la famille nucléaire, un taux de célibat élevé, la présence de domestiques dans le ménage, la circulation des enfants placés. Le type moyenne occidental, prédominant en Europe germanique et baltique mais aussi dans une partie de la France, diffère du précédent par l'importance de la famille souche, coprésence dans le groupe domestique de plusieurs générations. Mais avec un seul couple à chaque génération, la permanence des maisonnées rattachant plusieurs sous-unités, dont des indigents, à un ménage principal et la transmission à un seul héritier. Le type méditerranéen, caractérisé par un âge précoce au mariage des filles, un écart d'âge élevé entre les époux, une résistance au remariage des veuves, un faible taux de célibat, des familles complexes ou indivises, coprésence de plusieurs générations de couples mariés avec leurs enfants en plus forte proportion, une présence fréquente de membres de la parenté hébergés et travaillant dans le ménage. Le type oriental, répandu en Russie, composé de ménages de grande taille où le mariage est précoce, l'écart d'âge entre les époux faible, la famille indivise généralisée, la présence systématique de membres de la parenté travaillant dans le ménage. Le modèle familial occidental, apparu à la fin de l'Empire romain, fondé sur la cellule conjugale et le mariage exogame, s'est répandu dans toute l'Europe chrétienne, mais d'une manière qui n'est pas uniforme. Même si la modernisation démographique a contribué à rendre les cultures et les mentalités plus uniformes, elle a peu contribué à gommer les profils historiques des systèmes familiaux européens. People's attitude toward the family, the way they live family life, and the type of influence the family has over the life of its members are essential to the meaning of the family, and there is no indication of convergence on discount. Reher, 1998. Les contrastes toujours aussi marqués dans les relations entre parents et enfants et dans les formes d'accès des jeunes à l'indépendance du sud ou nord de l'Europe constituent une illustration frappante de la permanence de ces modèles anthropologiques. Aboutissant à des conclusions à peu près semblables, Hervé Lebras, 1995, rassemble une série d'indicateurs démographiques qui lui semblent confirmer la persistance de contrastes familiaux mis en lumière par John Agenal, 1965, ou ses successeurs, Peter Lalette. Il distingue ainsi 3 groupes de pays européens en matière de fécondité, de situation des femmes sur le marché du travail et au sein de la parenté, et d'indépendance des jeunes à l'égard de la famille. Dans les pays du Nord et l'Angleterre, les taux d'activité féminine sont élevés et diminuent peu à l'âge des maternités, les jeunes sont plus indépendants de leur famille, une plus faible proportion d'entre eux obtiennent un emploi grâce à elles, et participent plus souvent à une association, ils sont plus rapidement indépendants et intégrés dans la société. Dans un deuxième groupe, celui de l'Europe moyenne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, qui rappelle le type moyenne occidental de Peter Lalette, l'activité féminine est moins forte,
les naissances hors mariage sont plus faibles, et surtout la relation mère-enfant est considérée comme fondamentale pour le développement de l'individu. Ce sont des pays où les crèches et nourrices sont plus rares. Cette insistance sur la relation mère-enfant oblige donc souvent les femmes à quitter leur travail après une maternité, et freine leur désir d'enfants supplémentaires. Enfin, dans un troisième groupe qui rassemble les pays du Sud, la famille et le groupe local continuent d'exercer une forte influence sur les femmes et celles-ci cherchent à s'en libérer en travaillant et repoussant le moment d'avoir un enfant qui les renverrait immédiatement à leur infériorité traditionnelle. Dans ces pays, les jeunes restent également très dépendants de leurs parents, une majorité d'entre eux ont obtenu leur emploi grâce à leur famille, et participent moins à la vie sociale générale, une forte majorité d'entre eux n'appartiennent à aucune association. Par ailleurs, dans certaines régions méditerranéennes, la troisième Italie par exemple, voire Barbagli, 1995, une tendance patrilatérale du système de parenté qui caractérisait le modèle familial oriental, demeure fortement ancrée. Les jeunes couples reçoivent plus fréquemment des aides de la famille du mari, et les fils mariés cohabitent plus souvent avec leurs parents dans un même appartement, un même immeuble ou une même commune que les filles mariées. Ces différences culturelles ont également été mises en lumière par les anthropologues qui se sont intéressés aux aires culturelles, et notamment à l'ère culturelle méditerranéenne. D'éminents représentants de l'école anthropologique britannique, Pete Rivers, 1961-1966, Peristiani, 1966, y ont consacré une grande partie de leurs travaux. La notion des honneurs qui s'exercent à travers le contrôle des femmes et de leur chasteté serait, d'après ces travaux, au centre du système de valeurs de ces sociétés. Un autre aspect de la culture méditerranéenne, plus lié à notre sujet, concerne la séparation rigide des sexes qui y prévaut et qui conduit au confinement des enfants jusqu'à leur puberté, dans un environnement exclusivement féminin. Ainsi, les garçons, socialisés par les femmes, ne peuvent s'identifier à une figure masculine au moment précis où se forme leur identité sexuelle. La proximité émotionnelle et la symbiose affective entre les mères et leurs fils est un trait culturel pan-méditerranéen. En Italie, ce lien est le premier axe de la continuité familiale, Parsons, 1969. Pour accéder à leur identité adulte, les garçons doivent vivre une rupture traumatisante avec l'univers féminin, qui n'est accompagné d'aucun rite de passage qui pourrait faciliter la transition. Du fait de l'absence de coupure claire avec la féminité, et ne disposant pas des marqueurs biologiques dont sont pourvues les filles pour manifester l'accès à la maturité, chaque individu mâle doit prouver cet accès par lui-même, de sa propre manière. Aujourd'hui encore, les habitants des pays méditerranéens continuent d'attacher une importance beaucoup plus grande à la présence des enfants dans la définition de l'identité féminine, tableau 3. À cet égard, les contrastes persistants en Europe concernant le rôle des femmes sont saisissants. Respectivement 93% et 78% des hommes hollandais et anglais ne jugent pas nécessaire la présence d'enfants pour l'épanouissement féminin, contre seulement 31% des hommes français, 45% des Italiens et 47% des Allemands, en 1999. Aux 3 dates de l'enquête Valeurs, les écarts entre pays sont d'une remarquable stabilité. Dans certains des pays qui dégagent le plus radicalement l'identité féminine de la fonction maternelle, le Royaume-Uni et la Suède par exemple, les femmes sont des promotrices encore plus acharnées que les hommes de cette opinion, comme si elles étaient à la pointe du mouvement de la société en ce sens. Dans les pays méditerranéens au contraire, les écarts entre hommes et femmes sont faibles et l'opinion dans son ensemble est beaucoup moins largement acquise à l'idée d'une définition féminine indépendante de la maternité et de l'éducation des enfants. On remarquera cependant que l'opposition nord-sud souffre dans ce domaine de la définition de l'identité féminine, quelques exceptions. La plus notable concerne le Danemark où hommes et femmes sont très faiblement acquis, encore moins que les Méditerranéens, à l'idée qu'une femme puisse s'épanouir sans enfant, faisant un violent contraste avec leurs voisins suédois. Tableau 3 opinions, suivant le sexe, selon laquelle une femme n'a pas nécessairement besoin d'enfants pour s'épanouir dans quelques pays européens en 1981, 1990 et 1999%. Source Enquête EVS. Le respect et les responsabilités à l'égard des parents sont également plus présents à l'esprit des habitants du Sud que du Nord de l'Europe. Tableau 4. La famille,
élargie au-delà du cercle restreint du conjoint et les enfants, s'y impose plus fortement comme une réalité sui generis, une obligation morale et sociale à laquelle on doit se conformer quelles que soient les qualités des membres qui la composent. Tableau 4 accords, par pays, avec l'idée qu'on doit toujours aimer et respecter ses parents quelles que soient leurs qualités et leurs défauts. Source Enquête EVS. Statut de la jeunesse et rôle sexué. Un des points centraux qui ressort de ce tour d'horizon anthropologique est l'importance qu'il y a, pour comprendre le statut de la jeunesse dans un contexte culturel donné, à prendre en compte simultanément la conception des rôles sexués et notamment des rôles féminins et les formes de transition vers l'âge adulte. Dans le modèle familial nord-occidental, l'émancipation précoce des jeunes est liée à la progression d'une conception égalitaire des rôles sexués. Dans les sociétés lignagères où la jeunesse n'existe pour ainsi dire pas, les divisions par âge constituent souvent une armature sociale essentielle, sur laquelle s'articulent les divisions sexuées. Le passage à l'âge adulte que symbolise l'initiation est d'abord, pour le jeune mâle, l'accès à un statut qui lui permet de choisir une épouse. Comme le rappelle Georges Ballandier, 1974, la division de ces sociétés par âge n'assure pas seulement une forme de dépendance et d'antagonisme contrôlé entre jeunes et vieux, mais assure et pérennise aussi la domination des hommes sur les femmes. Le modèle culturel de l'honneur des sociétés méditerranéennes est fondé lui aussi sur le contrôle des femmes et à travers elles, sur des stratégies d'alliance où les jeunes hommes sont maintenus dans un état de dépendance enfantine jusqu'à leur émancipation. Là aussi, la séparation rigide des sexes est le corollaire de la dépendance de la jeunesse. L'émergence, puis la diffusion, d'un modèle de mariage tardif en Occident, mise en évidence par John Agenal, constitue une rupture qui favorise l'apparition de la famille nucléaire et l'indépendance des femmes. Les filles se mariant plus tard ont des relations moins inégalitaires avec leurs maris, elles acquièrent une position d'autorité plus élevée avec leurs enfants et une liberté plus grande à l'égard de leurs beaux-parents. Le modèle moderne de jeunesse, fondé sur la résidence néolocale, est donc aussi un modèle de rôle sexué plus égalitaire, se détachant plus rapidement et plus radicalement de l'emprise familiale. Les jeunes filles bénéficient d'une plus grande liberté dans l'organisation de leur vie. L'indépendance des garçons à l'égard de leur mère est également certainement un des facteurs qui favorisent l'apparition du modèle moderne de jeunesse. La contrepartie, pour les garçons, de la différenciation marquée des rôles sexués et de la valorisation de la chasteté féminine dans le modèle méditerranéen, est leur maintien prolongé sous la dépendance maternelle. Pour eux, il n'y a pas de place pour un statut intermédiaire entre celui de fils et celui d'époux. Dans un modèle où les rôles sexués sont plus égalitaires, où le statut des jeunes filles est plus libre, cette place apparaît naturellement et confère un sens nouveau à la jeunesse. Note. Chapitre 2. Se trouver, ou le temps long de la jeunesse au Danemark. Cécile Van de Velde. La précocité de l'indépendance résidentielle et financière des jeunes adultes originaires des pays nordiques constitue à ce jour l'une des caractéristiques les plus connues de leur parcours. Plusieurs travaux comparatifs soulignent la profonde variabilité de l'âge médian au départ de chez les parents en Europe, de 21 ans dans les sociétés scandinaves à 27 voire 29 ans dans les sociétés méditerranéennes et en Irlande. En institutionnalisant un droit à l'indépendance dès la majorité sans hiérarchisation majeure en fonction de l'âge ou du statut social, les États y interviennent pour détacher les jeunes adultes de leur famille même si ceux-ci n'ont pas achevé leur intégration professionnelle. À l'heure où la flexi-sécurité danoise et les modèles sociaux nordiques suscitent un intérêt croissant au niveau politique 3, cette contribution se propose d'explorer une facette méconnue de ce modèle, à travers la façon dont l'intervention étatique, en relation avec les cultures familiales, y structure la phase d'entrée dans la vie adulte. Elle s'appuie sur la mise en perspective de l'expérience de la jeunesse au Danemark, comparativement aux itinéraires des jeunes britanniques, français et espagnols, pour montrer que les configurations sociales de type scandinave sont porteuses d'une forme de jeunesse longue et exploratoire, caractérisée par de multiples allers-retours entre phases d'études et périodes d'activité professionnelle. Cette mobilité est prioritairement associée à une rhétorique de la construction de soi, et à la représentation d'un âge adulte comme horizon subjectif, marqué par le seuil lointain du premier enfant.
À partir de la reconstitution des itinéraires des jeunes adultes au Danemark, ce chapitre met en évidence la logique d'expérimentation qui y sous-tend les trajectoires, pour interroger ensuite l'existence d'une forme d'institutionnalisation d'une phase jeune adulte au sein de cette configuration sociale. La recherche comparative sur laquelle il s'appuie se fonde sur l'exploitation longitudinale des 6 vagues du panel européen des ménages, 1994 à 1999, et sur plus de 135 entretiens conduits auprès de jeunes Danois, Britanniques, Français et Espagnols âgés de 18 à 30 ans, habitant soit dans une capitale, soit dans une ville moyenne, issus de milieux sociaux diversifiés, et interrogés sur leur rapport à la famille et aux études, ainsi que sur leur représentation de l'âge adulte. La jeunesse comme cheminement exploratoire. L'avantage que dans les 3 autres pays concernés par l'enquête, les trajectoires de jeunesse tendent au Danemark à prendre la forme d'itinéraires longs et non linéaires, conduits dans une indépendance continue vis-à-vis des parents, et vécus comme un temps légitime de développement personnel. Entre un départ relativement précoce et une stabilisation professionnelle et matrimoniale plus tardive, s'intercalent des parcours de jeunesse caractérisés par des allers-retours entre études et emploi, ainsi qu'entre vie solitaire et union libre. Bien entendu, ce mode d'entrée dans la vie adulte est loin d'homogénéiser l'ensemble des expériences de jeunesse des jeunes Danois, d'autres clivages, sexués, sociaux ou régionaux, viennent nuancer et démultiplier cette lecture. Néanmoins, elle en rend intelligibles les principaux fondements, et contextualise ainsi des tendances transversales mises en évidence au niveau générationnel au sein de cette période du parcours de vie. Olivier Galland soulignait par exemple en 1990 l'émergence en France d'une jeunesse comme phase d'expérimentation. Or, si la majorité des jeunes Européens interrogés témoignent d'une forte aspiration à se trouver au travers d'un cheminement d'expérimentation vers l'âge adulte, pour autant, seuls les jeunes Danois se sont révélés réellement susceptibles d'emprunter les longues trajectoires d'indépendance et d'exploration qui en découlent. Les autres Européens analysés évoluent dans des structures socio-économiques et des contextes culturels moins compatibles avec ce type d'expérience, et sont porteurs de représentations différenciées de l'âge adulte, socialement construites. Du filial au conjugal, un long interstice. Les trajectoires familiales empruntées par les jeunes Danois révèlent l'existence de modes de vie indépendants et exploratoires se glissant au croisement du filial et du conjugal, allongeant la durée entre le départ de chez les parents et l'entrée effective dans la parentalité. Maria Lacovu faisait du nombre de transitions familiales le principal indicateur clivant l'accès à l'indépendance au sein des pays du Nord et du Sud de l'Europe. La reconstitution longitudinale des itinéraires familiaux permet de confirmer cette analyse et de consacrer l'existence, parmi les jeunes Danois, d'une trajectoire constituée de multiples étapes avant la venue du premier enfant. Tout d'abord, ces trajectoires s'ouvrent par une décohabitation précoce. Rappelons que l'âge médian au départ y est situé autour de 21 pour les hommes, de 20 ans pour les femmes, et légitimée en elle-même, sans nécessaire autre justification que le désir d'indépendance individuelle. Il faut partir est un leitmotiv qui revient quasi systématiquement dans leur discours, contrastant fortement avec le « pourquoi partir ?», qu'étaient plus enclins à répondre les jeunes Espagnols, à âge et statut équivalents. Quitter le foyer parental dès la fin de l'adolescence est au contraire présenté comme une nécessité par la totalité des jeunes Danois interrogés. C'est nécessaire pour devenir adulte et autonome. Rester chez ses parents est associé à une perte de temps, un isolement néfaste, voire dangereux, empêchant de devenir adulte et freinant la construction d'une vie à soi. Cette norme d'indépendance précoce est partagée par les 2 générations familiales. L'absence de divergence relationnelle sur le moment et la légitimité du départ, même très précoce, donnent à ce dernier une forme relativement déritualisée. À la différence de leurs homologues européens, le départ ne constitue que très rarement une rupture symbolique majeure dans les relations familiales. Il intervient plutôt comme un fruit mûr tombe de l'arbre, s'inscrivant en continuité d'une socialisation précoce à l'autonomie. Figure une proportion d'individus âgés de 18 à 30 ans dans un statut familial donné, et principaux flux de transition entre ces états d'une année à l'autre au Danemark, 1994 à 1999. Source: European Community Household Panel, CIVAG 1994 à 1999.
Loin de fonder la création d'un nouveau foyer, ce départ se prolonge potentiellement par diverses étapes avant l'arrivée du premier enfant. La reconstitution des principales transitions empruntées par les jeunes Danois rend particulièrement lisible l'inclusion de modes de vie intermédiaires entre le départ de chez les parents et la parentalité. La figure 1 met en parallèle les principales situations familiales occupées par les jeunes Danois, les diamètres des cercles étant approximativement proportionnels au pourcentage d'individus âgés de 18 à 30 ans dans un statut familial donné, et leur positionnement sur l'échelle temporelle correspondant à l'âge moyen dans ce statut, et les probabilités de transition entre ces différentes situations résidentielles d'une année sur L'. Autres. Les principaux flux suivis dessinent une trajectoire partant de la vie avec les parents vers la vie solitaire, passant par l'union libre, pour enchaîner directement par la vie avec un enfant. Si la vie solitaire prolonge le départ précoce, représentant la forme de sortie la plus fréquente du foyer, la vie en union libre sans enfant forme également un mode de vie privilégié au sein des trajectoires juvéniles, concernant plus du quart des Danois âgés de 18 à 30 ans. Leur indépendance précoce est donc loin de s'associer à une mise en couple tardive. Jean-Charles Lagré montre à cet égard que les pays qui ont connu le plus grand report de l'âge moyen au premier mariage depuis les années 1970, tels le Danemark, sont également ceux dans lesquels l'union libre a augmenté de façon la plus marquée. Soulignons également le caractère réversible de cette mise en couple. Si l'union libre est précoce, elle est sujette à séparation, comme le montre l'existence d'un flux de retour de l'union libre à la vie solitaire. Cette probabilité de séparation, s'élevant à 6,6% d'une année à l'autre, ajoute au caractère non institutionnalisé de ces unions. La vie en couple marié sans enfant ne regroupe que 4,1% des individus âgés de 18 à 30 ans. Ces flux entre union libre et vie solitaire contrastent par leur ampleur avec les itinéraires empruntés par les jeunes Britanniques et Français, et surtout par les Espagnols, dont les transitions consacrent un passage direct du foyer parental à la vie en couple marié, avant l'entrée dans la parentalité. Entre études et emploi, des flux réversibles. Par les allers-retours qu'elle dessine entre statut étudiant et salarié, la reconstitution des principaux flux d'intégration sociale confirme l'existence, parmi les jeunes Danois âgés de 18 à 30 ans, de trajectoires sous-tendues par une logique d'expérimentation. La forme de pooling qu'elle suggère est en cela très caractéristique de ce va-et-vient entre études et emploi. Il concerne non seulement les statuts étudiants, caractérisés par des flux croisés entre étudiants salariés et étudiants non salariés, mais également les salariés à temps plein. 8% d'entre eux reprennent leurs études l'année suivante. La mobilité résidentielle se double ainsi d'une mobilité professionnelle, dessinant une longue phase d'alternance entre études et emploi salarié, prioritairement associée à une rhétorique de la construction de soi. Figure 2 proportions d'individus âgés de 18 à 30 ans dans un statut professionnel donné, et principaux flux de transition entre ces états d'une année à l'autre au Danemark, 1994 à 1999. Source: European Community Household Panel, CIVAG 1994 à 1949. Dans un contexte de chômage relativement réduit, ce retour des salariés à temps plein vers un statut étudiant ne peut s'interpréter comme une conduite de crise liée à l'impossibilité de trouver un emploi. Il répond plutôt, comme le confirme l'analyse des entretiens comparatifs, à un intermédiaire cultivé et provoqué, constitué de voyages, d'emplois provisoires et de périodes d'études, et démarqué par un horizon confiant. En ce qu'elle relève d'une mobilité, mais d'une mobilité délibérée et maîtrisée, cette logique de cheminement caractérise davantage ceux que Richard Sennett définit comme expectants, que ceux qu'il définit comme appréhensifs vis-à-vis du futur, ces premiers étant prioritairement associés aux classes sociales les plus aisées. Ce rapport au temps se rapproche également du modèle de l'adaptabilité, que construisent Julia Brannen et Anne Nielsen à partir de l'analyse qualitative des représentations de l'avenir de jeunes adultes européens, espagnols, anglais et norvégiens. Dans ce modèle, le futur est perçu comme un défi positif, dépendant de l'initiative individuelle et de ses propres capacités d'adaptation. Quelques exemples de trajectoires vont permettre de mieux comprendre la logique à l'œuvre. Elle relève de cheminements non linéaires, où ne s'exerce que peu de pression sur le moment d'entrée ou de sortie des études, où les temps d'arrêt et les changements de voie tardifs sont perçus comme légitimes.
Les études elles-mêmes sont cumulées à des emplois à temps partiel, de nouveau arrêtés puis reprises. L'itinéraire de ce fils de contremaître en est un des nombreux exemples. Il avait, après 1 an en Angleterre, poursuivi des études d'infirmier, pendant lesquelles il vivait dans une maison avec 5 ou 6 étudiants. Aujourd'hui diplômé, il vit seul et travaille dans une crèche. À 27 ans, il va commencer des études de sciences de la musique, tout en travaillant parallèlement pour devenir enseignant. Cet autre jeune homme illustre également la légitimité du cheminement étudiant et des reprises d'études même tardives. Fils de professeur d'université, il a poursuivi des études d'ingénieur, mais travaille pour l'instant comme facteur et aide-bibliothécaire avant de commencer des études d'instituteur à 25 ans. Se trouver, faire son ego trip, sont effectivement présentés par la majorité des jeunes Danois interrogés comme la signification profonde et légitime de cette période, prioritairement pensée comme un temps privilégié d'indétermination et d'exploration avant l'entrée dans la conformité adulte. En amont des trajectoires, l'absence de pause prolongée avant l'entrée dans le supérieur est associée à une stagnation, voire à une catastrophe. Il s'agit de se confronter à des expériences alternatives afin d'être mûr pour ses études. Le système de sélection universitaire lui-même participe de la consécration d'une année transitoire entre la fin du cycle secondaire et l'entrée dans les années universitaires, en valorisant les dossiers des individus ayant fait une expérience intermédiaire. Ce relatif décloisonnement entre études et expériences professionnelles se prolonge tout au long des itinéraires. En témoigne, au sein de l'enquête qualitative, la multitude des jeunes Danois inclassables en termes de statut social, dans des situations d'alternance entre emploi et études, à l'image de cette jeune femme de 21 ans qui vient de terminer une formation de cosmétologue tout en travaillant dans un hôtel pendant 2 ans, et qui cherche temporairement un emploi juste avant de commencer ses études de psychologie. Cette absence relative de pression sur le moment d'entrée ou de sortie des études contraste notamment avec la linéarité des parcours des jeunes Français, plus enclins à suivre des trajectoires de placement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.